Bonsoir, voici les titres de ce journal. Deuxième échec pour Boris Yeltsin, son candidat Viktor Tchernomyrdin au poste de Premier ministre refusé par le Parlement, la Douma, cet après-midi. Amélioration de l'état de santé de Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur est sorti de la phase de choc selon un communiqué de l'hôpital du Val-de-Grâce. Le Parti communiste veut des réformes plus radicales mais réaffirme son appartenance à la majorité plurielle. Explication avec notre invité, Robert Hue. Les livres scolaires mis en cause dès les premiers jours de la rentrée, leur nombre et leur contenu ne seraient pas adaptés aux besoins des élèves. La romancière anglaise Mary Higgins Clark au Festival du cinéma de Deauville, rencontre avec cet auteur de polar à succès. Pour la deuxième fois à Moscou, les membres de la chambre basse du Parlement, la Douma, ont rejeté la candidature de Viktor Tchernomyrdin. Les communistes n'ont rien voulu entendre, ils pourraient même appuyer une procédure de destitution de Boris Yeltsin. Ce matin pourtant, le président russe avait tenté d'amadouer les députés en proposant que M. Tchernomyrdin soit nommé pour une période d'essai. Récit de cette journée à Moscou avec Gilles Rabin. Lui qui depuis toujours vivait entouré de serviteurs et de courtisans, il n'a jamais été aussi seul. À l'ouverture de la séance, Viktor Tchernomyrdin sait déjà qu'il ne sera pas investi. Tout est joué depuis le matin, depuis l'échec de la table ronde de la dernière chance, où l'opposition a refusé net tout marchandage autour des fauteuils de ministres. Boris Yeltsin croyait que l'opposition communiste allait céder in extremis encore une fois. Elle l'a toujours fait jusqu'ici. Il s'est trompé. Alors, quand il monte à la tribune pour plaider une dernière fois son dossier, Tchernomyrdin manque de conviction et sa conclusion surprend tout le monde. Du plus profond de moi, je demande pardon à ceux que j'ai blessés sans le vouloir pendant cette crise. Suit une longue bataille de procédure sur la façon de voter. Vote à bulletin secret, favorable aux trahisons, même chez les communistes. Vote public, où ceux qui ont vendu leur vote seraient obligés de se démasquer. 3 fois de suite, on votera sur le vote en vain. Quand arrive le tour du chef de la coalition communiste, Gennady Zyuganov ne fait pas dans la dentelle. La situation d'aujourd'hui nous rappelle celle de la Russie en janvier 1917. La haine du tsar, de son premier ministre et de Raspoutine. Et aujourd'hui, les Raspoutines de Yeltsin et Tchernomyrdin, ce sont les banquiers. Vient l'heure du vote. Comme prévu, la Douma a voté contre Tchernomyrdin. La messe est dite. Gilles Rabin à Moscou, quel est le pronostic? Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien écoutez, il y a 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est celui de la dissolution. Soit que le bras de fer actuel entre le Kremlin et la Douma aille jusqu'à son terme, jusqu'au 3e vote d'investiture la semaine prochaine, soit que Boris Yeltsin décide de dissoudre la Douma avant, ce que la Constitution ne lui interdit pas. Deuxième scénario, Boris Yeltsin change de candidat au poste de Premier ministre et ce soir à Moscou, un nom émerge par-dessus tous les autres, celui d'Evgeny Primakov, l'actuel ministre des Affaires étrangères, l'ancien chef du FSB, vous savez, c'est la nouvelle appellation pour le KGB. Déjà sous Gorbatchev, Yevgeny Primakov, qui est un ancien très haut dignitaire de l'époque soviétique, était l'homme de toutes les missions impossibles. Alors Boris Yeltsin a annulé son déplacement au Kazakhstan. Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier ou pas? Ça a évidemment rapport avec la crise. Vous savez, aujourd'hui, on a vu Boris Yeltsin, après l'échec de la table ronde, proposer aux députés une sorte de nomination à l'essai de son Premier ministre, après examen de passage au bout de 6 mois devant la Douma. On l'a vu 1 heure après signer l'accord politique sur la réduction drastique de ses pouvoirs. Bref, ça n'est plus le tsar Boris, sûr de lui et dominateur. Et s'il s'accroche toujours à son trône, à sa présidence, sa démission morale, elle, est impressionnante. Merci Gilles. Et dans l'incapacité de limiter les conséquences de la crise financière pour la population russe, le président de la Banque centrale à Moscou a envoyé sa lettre de démission à Boris Yeltsin. Il est vrai que l'épargne populaire n'est plus protégée, compte tenu de la faiblesse de la monnaie, le rouble. En 3 semaines, le rouble a perdu plus de 60% de sa valeur. Dans la vie quotidienne, les Russes commencent à sérieusement sentir les effets de la crise, y compris pour leur consommation alimentaire. Nous nous sommes rendus à Zhukovski, à 1 heure de route de Moscou. Dans cette ville industrielle, la pénurie se fait sentir très gravement. Reportage Dorothée Lyric, Didier Dahan. Bienvenue au marché de Zhukovski. Personne n'a songé à enlever la banderole. Personne ne songe plus désormais à sourire. Hier, le lait concentré était à 8 roubles. Aujourd'hui, il est à 15.
Comment je vais vivre, moi? J'ai 380 roubles par mois. C'est à cause de vous, vous montez les prix, vous êtes des voleurs. Regardez dans quel état est le peuple. C'est pas la faute des commerçants. On va faire la guerre, c'est tout ce qu'il nous reste. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Regardez nos enfants, ils n'ont plus d'avenir. Sur le marché, Léna est bien connue. Elle est informaticienne, mais pour élever ses 5 enfants, elle est devenue commerçante. À cause de la crise, depuis 3 jours, ses filles ont délaissé la fac de psycho pour gagner quelques roubles de plus. Ici, les vendeurs sont médecins, ingénieurs ou ouvriers. À cause du dollar, ils peuvent à nouveau tout perdre. Regardez, les étalages sont vides. Il n'y a plus rien à vendre. Tout est en train de fermer. Voilà notre vie. Rien à voir avec la vie d'avant. Tupolev, MiG, Fusée Titan, Zhukovski était la ville phare de l'aéronautique. 10 000 employés travaillaient dans ces usines, aujourd'hui moins de 3 000. Et ils ne sont plus payés depuis des mois. Une longue dégradation et en 15 jours, un naufrage. Ça, ce sont les files d'attente pour acheter de la lessive et du savon. Bientôt, on n'aura plus rien pour se laver et rien pour laver nos vêtements. Et on va se retrouver à l'âge de pierre. Léna n'avait pas vu ça depuis la fin de la perestroïka. C'était il y a 7 ans, l'âge de ces gamins qui découvrent pour la première fois les pénuries. En République démocratique du Congo, les rebelles annoncent de nouveaux bombardements sur Kalemie, dans le sud-est du pays. La rébellion pose des conditions à un cessez-le-feu. Ses représentants sont à Victoria Falls, dans l'ouest du Zimbabwe, pour un sommet de discussion face à une délégation conduite par le président Kabila. À ce sommet participent également les présidents de l'Angola, de la Namibie, du Rwanda et de l'Ouganda. Et puis à noter que l'envoyé spécial de libération Jean Asfeld a été agressé hier par 2 militaires congolais à Kinshasa. Au large de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, les recherches se poursuivent dans l'Atlantique par plusieurs dizaines de mètres de fond pour tenter de retrouver les corps des victimes de l'accident de l'avion de la Swissair, mais aussi des débris de cet avion. Ce matin, un signal a été capté par un sous-marin. Ce serait celui émis par la deuxième boîte noire de l'avion. La première avait été repêchée hier. Reportage à Halifax de notre envoyé spécial, Dominique Derda. Sur le quai de la base militaire d'Halifax, loin des regards indiscrets, on décharge les débris de l'appareil récupéré en mer ces 4 derniers jours. Les plus gros ne dépasseraient pas 1 mètre de long. Le puzzle sera difficile à reconstituer, mais grâce à l'une des 2 boîtes noires retrouvées hier par les plongeurs de la marine canadienne, on devrait bientôt en savoir un peu plus sur les causes de la catastrophe. Cet enregistrement, s'il a bien fonctionné, devrait nous donner une centaine d'informations sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Mais si une panne complète de l'alimentation électrique s'était produite 6 minutes avant le crash, comme certains ici l'imaginent, il se pourrait bien alors que la boîte noire, elle aussi, ait cessé de fonctionner. Au large de Peggy's Cove, les recherches se poursuivent. La seconde boîte noire a bien été localisée et on aurait repéré par 60 mètres de fond 3 gros morceaux de la carlingue. Ils pourraient contenir les corps d'autres passagers. Un bateau-grue américain est attendu demain. Il devrait permettre, si la mer n'est pas trop forte, d'arracher au fond marin les pièces les plus lourdes. En ce week-end de fête du travail, ce lundi est férié au Canada. Des centaines de badauds suivent à la jumelle au caméscope l'incessant va-et-vient des vedettes et des appareils de la marine. On a l'impression de faire partie de cette tragédie et puis on pense aux familles également. Et on pense que c'est aussi un coin pour se recueillir. C'est un bel endroit. C'est un très bel endroit. Très très bel endroit. Peggy's Cove était l'une des destinations touristiques les plus populaires de la côte. Son nom pour tous ici est désormais celui d'un vaste cimetière marin. En fin d'après-midi, à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, un communiqué médical annonçait que l'état de santé du ministre de l'Intérieur, M. Jean-Pierre Chevènement, s'était amélioré dans les dernières 48 heures. M. Jean-Pierre Chevènement est plongé dans le coma depuis mercredi dernier et jusqu'à présent, les autorités médicales se sont refusées à tout pronostic. Dans ce dernier communiqué, pourtant, il est fait état de la sortie de la phase de choc. Explication Jean-Daniel Fézaquier. Bien, alors je vous donne le communiqué du 7 septembre. L'état de santé de M. Jean-Pierre Chevènement s'est amélioré dans les dernières 48 heures. Un cap important a été franchi avec la sortie de la phase de choc proprement dite. Toutes les défaillances viscérales vitales sont actuellement en voie de régression.
Les questions qui se posent à nous maintenant sont d'une part l'évaluation plus fine de l'état neurologique et d'autre part la date et les modalités du sevrage de l'appareillage d'assistance. Un état de choc, c'est ainsi qu'on appelle les conséquences de l'accident anesthésique du ministre de l'Intérieur. Pour les spécialistes des services de réanimation, il faut alors surveiller au plus près la grave défaillance de divers organes. Les reins d'abord, incapables d'épurer le sang. Heureusement, on dispose d'unités d'hémodialyse, un rein artificiel capable de suppléer en partie la défaillance de l'organe. Autre risque, voir la température du corps échapper au contrôle du cerveau. Elle peut monter à plus de 43 degrés et faire courir un risque vital. Mais le risque majeur, c'était surtout le fonctionnement du foie. Cet organe, impliqué dans 99% des réactions de l'organisme, fabrique en particulier les substances indispensables à la coagulation sanguine. Sa défaillance peut faire courir un risque majeur d'hémorragie. La récupération partielle des fonctions hépatiques et rénales est un signe encourageant. Mais tant que ces organes n'ont pas recouvré leur capacité entière, on peut dire qu'on a gagné une bataille, mais qu'on n'a pas encore, loin s'en faut même, gagné définitivement la guerre. Ce matin, le secrétaire d'État Jean-Jacques Kéram, qui assure l'intérim de Jean-Pierre Chevènement, présidait un colloque du service de coopération technique de police. Ce sont ceux que l'on appelle les attachés de police. Ils bénéficient d'un statut diplomatique dans les ambassades et coopèrent avec leurs collègues étrangers en matière de sécurité. Ce sont des spécialistes de la criminalité internationale. Il y aurait près de 400 fonctionnaires, attachés de police ou officiers de liaison français en poste à l'étranger. Parmi les participants à ce colloque aujourd'hui à Paris, le patron de la brigade criminelle de Washington aux États-Unis. Alors en toute bonne logique, nous avons donc choisi de nous rendre à Washington pour quelques aperçus de la réalité de son travail. Reportage Pascal Doucet-Bon, Michel Fine et Franz Vaillant. C'est le quartier est de Washington. Une zone réputée pour la pauvreté de ses habitants, ses dealers de crack et d'héroïne. Pour le sergent Diane Groomer, la journée a commencé de façon presque banale. 3 hommes blessés par balle, en plein jour, à un arrêt de bus. L'un d'eux seulement était visé par le tireur, les 2 autres ont été blessés par ricochet. Notre travail consiste à tracer le périmètre de sécurité. Il faut qu'on retrouve les douilles. Les policiers sont en train d'interroger les témoins pour avoir un signalement du suspect. Diane donne aux policiers le premier signalement du suspect. Selon les témoins, c'est un homme de race noire portant un jean et une chemise verte. Mais elle n'a pas le temps de s'attarder. Une jeune femme battue par son petit ami vient tout juste d'appeler le central. 10 minutes plus tard, c'est une mère de famille dont le fils n'est pas rentré. 5 à 6 interventions par heure, c'est un début de week-end normal. Nous sommes confrontés probablement beaucoup plus souvent que les policiers européens à des situations très dangereuses. Le danger, Ross Swope connaît. Il est le chef de la section homicide du district de Washington. 300 assassinats l'année dernière et la criminalité a baissé. Washington n'est plus la ville la plus criminogène des États-Unis. Fort de ses premiers succès, Ross Swope a donc décidé de confronter son expérience avec celle de policiers européens. Depuis ce matin, il est en visite en France. Alors, bon, il est bien évident que lorsque nous avons beaucoup de personnes interpellées... Martine Monteil est le chef de la brigade criminelle de Paris. Dans les bureaux mythiques du 36 quai des Orfèvres, c'est la première fois que l'Américain et la Française se rencontrent. Je veux rapporter des informations. Je veux aussi expliquer aux Français ce qu'on fait aux États-Unis. Ils peuvent choisir d'utiliser ou non ces informations dans leurs organisations. De la même façon, je cherche ce qui en France peut être utile dans notre système. C'est un échange d'idées et d'informations. Ross Swope visitera ensuite la Belgique, puis il reviendra en France jusqu'à la fin de la semaine. Réunion du comité national du Parti communiste. Les communistes réaffirment leur appartenance à la majorité plurielle, mais veulent des réformes plus radicales. Monsieur Robert Hur, bonsoir. Bonsoir. Moi, ça doit être un exercice pas facile, cet équilibre entre j'appartiens et en même temps je critique. Ah non, j'appartiens. Mais oui, critique, parfois, nous voulons que la gauche plurielle réussisse. Et les premiers mois de son action à la tête du pays, on marque des résultats intéressants, significatifs, mais
précisément parce que ces résultats sont significatifs, parce qu'on sent un climat un peu meilleur, il faut profiter de cette fenêtre en quelque sorte pour que s'engage un élan plus radical dans les réformes. Voilà l'état d'esprit qu'elle Ma question était plus personnelle parce que j'ai l'impression qu'entre vos militants qui vous réclament des réformes, des vraies réformes inscrites dans le programme du Parti communiste, et puis le fait que vous êtes obligé de faire quand même alliance avec le Parti socialiste, vous êtes, c'est un rôle qui est quand même un peu difficile, non ? Non, je crois que... La base vous pousse quand même là-dessus. Les militants, les adhérents savent, et ils en ont décidé ainsi il y a 1 an et demi quand nous sommes rentrés au gouvernement, ils savent qu'on ne vient pas, on n'est pas venu au gouvernement de la France avec la gauche plurielle pour mettre en œuvre la politique du Parti communiste. On est là pour être utile à ce que la gauche plurielle soit bien ancrée à gauche, qu'un certain nombre de réformes importantes s'engagent. Or, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Il y a ce climat dont je parlais, mais incontestablement... vous avez vu le sondage de la Tribune, on dit que tout va bien. Oui, moi je voudrais dire de ce point de vue, il y a en même temps des millions de Français qui continuent d'être au chômage, la précarité qui existe, même si le chômage a un peu reculé, tout ça reste dur, il y a des urgences, et je pense que l'heure est à des mesures audacieuses. Alors évidemment, ça implique qu'il y ait une autre utilisation de l'argent, mais je crois que le moment est venu de le faire. Mais monsieur, si vous dites ça, c'est que les socialistes le font pas, c'est que vous êtes un peu agacé par le fait qu'ils vont pas à pas, trop modestement, trop prudemment. Vous avez envie de réformes plus radicales, si je comprends bien. Écoutez, je suis communiste et je ne suis pas socialiste. Je suis pour effectivement qu'il y ait plus de radicalité à la politique à mettre en œuvre. Non pas que je souhaite m'inscrire dans une ritournelle permanente du toujours plus, mais quand même aujourd'hui on voit bien que si nous ne relançons pas par exemple la consommation intérieure, on a vu qu'avec la crise internationale, la consommation intérieure c'était quelque chose d'important, c'est-à-dire par des salaires plus significatifs, des retraites aussi, des minima sociaux, eh bien on n'aura pas cet élan nécessaire pour relever le défi des défis. Il y a un défi décisif sur lequel la gauche sera jugée, c'est le défi de l'emploi. Donc, faire reculer le chômage implique des mesures audacieuses. Monsieur Jospin le dit, donc vous êtes en désaccord sur les mesures qu'il prend. Certes, mais non, comprenez bien que il y a ces millions de chômeurs dont je parlais tout à l'heure. Il y a des petites avancées, mais ça ne suffit pas. Même au rythme où ça va aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je pense qu'il faut relancer de façon significative la consommation pour qu'elle soit créatrice d'emplois. Comment? Eh bien, par une augmentation des salaires, par des mesures incitatives à l'emploi. Par exemple, il faut apporter des aides aux entreprises, notamment aux PME, PMI, mais il faut systématiquement lier ces aides, ces exonérations fiscales, de dispositions visant à créer des emplois. Il faut vraiment que l'argent des Français soit utile à l'emploi. Et donc, je pense qu'il faut être plus fort, plus pressant. Le patronat exerce une pression incontestable sur le gouvernement. Alors, est-ce que vous êtes pour la baisse des charges sociales, par exemple, sur les bas salaires? Est-ce que vous pensez que ça peut être incitatif? Est-ce que vous approuvez cette idée qui est dans l'air et qui devrait être annoncée peut-être par Mme Aubry dans peu de temps? Je ne sais pas si Mme Aubry va annoncer cette disposition, parce que j'en ai parlé un peu avec elle. Il reste que je pense qu'il faut faire attention que toute baisse des charges sur les bas salaires n'entraîne pas un patronat qui est aux aguets à baisser les salaires et à faire une politique des bas salaires qui est déjà suffisante. Bon, moi je suis pour des aides, des allègements significatifs si par ailleurs, il y a des emplois créés. Moi, ça ne me gêne pas qu'on aide une entreprise. Ça ne me gêne pas qu'il y ait une exonération fiscale pour une entreprise, par exemple sur la taxe professionnelle, à condition qu'on prenne en compte la nécessité de créer des emplois. Moi, vous avez changé quand même. C'était pas le discours du Parti communiste, ça. C'est le discours du Parti communiste. C'est le discours du Parti communiste. Entreprises, vous avez changé, c'est pas les milliards qu'on donnait au patronat, les milliards qu'on donnait au patronat, comme ça, vous avez souvent dénoncé ça. Et maintenant, vous dites, si on peut les aider, s'ils créent des emplois. Écoutez, je crois que c'est un langage tout à fait réaliste. Moi, je ne veux pas diaboliser l'entreprise. Je souhaite surtout que l'argent des contribuables, la richesse créée, puisse aller effectivement à l'emploi. Par exemple, il faut une autre politique du crédit, beaucoup plus incitative que celle qui aujourd'hui est mise en œuvre. Autant d'éléments modernes, voyez-vous. Oui, nous sommes porteurs, les communistes, aujourd'hui plus que jamais, de mesures fortes, innovantes, permettant effectivement de faire reculer le chômage et la précarité. C'est notre obsession. Merci, Monsieur Auberu. Merci à vous.
Le SNES-FSU, principal syndicat d'enseignants du second degré, annonce qu'il reporte au 24 septembre son mot d'ordre de grève lancé pour le jeudi 10 septembre prochain. La situation est nouvelle. Après une longue période de blocage absolu, le ministre discute, a déclaré Mme Veilla au nom du SNES. Quelques difficultés cependant pour la rentrée scolaire en région parisienne, avec des occupations d'écoles primaires par des parents d'élèves qui protestent contre des effectifs trop lourds, des fermetures de classes ou des postes non pourvus. C'est le cas notamment dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne et dans les Hauts-de-Seine. L'une des préoccupations pratiques pour cette rentrée concerne les livres. Le ministre lui-même les trouve trop denses et les parents d'élèves souhaitent une réforme dans ce domaine. Voici un aperçu contestable de ce que l'on peut trouver à la rentrée en achetant soit un livre d'occasion, soit un livre neuf pour la même discipline. Reportage Elisabeth Esley, Philippe Luzzi. 2 livres de français. À gauche, la première édition, à droite, la deuxième, conforme au nouveau bac si l'on se fie à la couverture. Car à l'intérieur, on a beau chercher, il n'y a pas de différence, ni dans les schémas, ni dans les textes. L'éditeur a construit une nouvelle édition en expliquant que c'était une nouvelle édition conforme, alors que c'est strictement la même que les années précédentes. C'est une façon un petit peu de juguler le marché de l'occasion. Ici, même chose, seule la couverture change. Quant à ces 2 livres de sciences économiques, ils ne diffèrent que par la couleur de certains paragraphes et le tracé de quelques courbes. Des courbes bien cher payées, l'édition neuve coûte 131 francs, l'occasion 64 francs. Les éditeurs trompent les clients et semble-t-il les enseignants, qui sur les listes données aux élèves exigent les nouveaux manuels. Mais ils prétendent ne pas pouvoir faire autrement. Quand on prend une édition ancienne, certains collègues se plaignaient que les élèves ne trouvaient pas l'édition ancienne. Ils avaient voulu conserver sur 2 ans l'édition ancienne et au bout de la 2e année, elle avait été retirée de la vente. Les éditeurs ont une autre version, on se renvoie la balle. Les nouvelles éditions, quand on a la volonté d'innover sur le plan pédagogique, parce qu'on sent que chez les enseignants, il y a une attente pour des ouvrages ou des méthodes mieux adaptées à l'évolution de leur discipline, à leur pratique de classe, au niveau de leurs élèves. Donc ça, ce sont des raisons qui nous font publier de nouvelles collections. C'est le gâchis. Tous ces anciens livres dont on espérait tirer un petit quelque chose ne sont plus cotés sur le marché de l'occasion, donc pas repris. J'en avais, comme vous voyez, une quinzaine ou une vingtaine et j'ai pu en vendre que 4. Ça coûte cher, c'est un investissement et puis après on est bloqué quoi. Là j'ai perdu une belle somme d'argent quoi. À 100 francs par livre, je pense que j'ai bien perdu 600 francs. Je commencerai. L'entrée en seconde coûte en moyenne 1200 francs, rien que pour l'achat des livres. Des livres trop denses. La plupart des profs ne travaillent que sur le tiers de leur contenu. En Guadeloupe, l'intersyndicale des dockers et l'ensemble des organisations patronales sont parvenus à un accord. La grève des dockers avait commencé le 28 juillet dernier. Les grévistes ont obtenu des modifications de leurs conditions de travail et des augmentations de salaire. Cet accord met fin à un début de pénurie de produits de première nécessité en raison du blocage des ports. Une délégation de producteurs de porc a été reçue en fin d'après-midi par le ministre de l'Agriculture, Louis Lepinsec, pour faire face à l'effondrement des cours du marché du porc, 6 francs 04 le kilo aujourd'hui. Des mesures devraient être annoncées, le ministère vient de l'indiquer ce soir, des mesures devraient être annoncées vendredi et on parle d'une avance de trésorerie. Alors les éleveurs veulent une aide sous forme d'allègement des charges et principale raison de cet effondrement des cours, la surproduction en Europe et le fait que l'un des acheteurs, la Russie, n'est plus solvable. Les jeunes producteurs bretons qui viennent d'investir dans des équipements sont donc les plus touchés. Reportage Jacques Deveau, Gabriel Camilla. La nuit dernière à Vannes, 200 producteurs de porc ont manifesté devant la préfecture du Morbihan. Les éleveurs passent à l'offensive alors que le cours du porc a encore chuté aujourd'hui pour atteindre 6 francs 04 le kilo. Dominique a construit un nouvel atelier il y a 1 an. Investissement 2 millions de francs. Son coût de revient s'établit à 9 francs le kilo. Au cours actuel, il est dans le rouge et attend au moins une aide sur les charges sociales. Les cotisations sociales sont à 37% du revenu. Donc ça fait quand même, à partir du moment où un éleveur gagne 100 000 francs annuels, il a déjà donné 37 000 en cotisations sociales. Bon, donc je crois que là, il faut absolument des reports de cotisations sociales et pour les agriculteurs les plus en difficulté, une prise en charge de ces intérêts. Mais si la crise est là, ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis le début de l'année, les cours s'effritent. La surproduction est générale en Europe. En 1998, l'Union européenne devrait produire 12 millions de porcs de plus qu'en 1997. Alors pour les éleveurs, il faut que Bruxelles aide les exportations vers les pays tiers.
il faut dégager de la marchandise, même sur des pays qui ne sont pas solvables. Donc là, ça demande une aide financière européenne. Mais l'exportation ne résoudra pas tout, car la crise est structurelle. Pour Dominique, il faudrait maîtriser la production, notamment en limitant la taille des exploitations. Un choix que tous les producteurs ne sont pas prêts à accepter, y compris en Bretagne. Reprise des convois chargés de déchets de combustible nucléaire. Ces convois avaient été stoppés en mai dernier à la suite d'un rapport de la sûreté nucléaire. Manque de rigueur, contrôle peu précis des mesures de radioactivité, constat de contamination des convois. La SNCF avait préféré arrêter ces transports. EDF a organisé des audits internes et organise maintenant 3 séries de contrôles contradictoires au départ des convois. Nous nous sommes rendus à Gravelines, dans le Nord. C'est là que se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe, pour constater les changements. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. À l'intérieur de cette grosse gaine, 12 barres de combustible nucléaire usé, c'est ce que l'on appelle le château. Un défaut de propreté sur cette zone, trop de manipulation et c'est tout le convoi qui est contaminé, donc dangereux. Les contrôles ont été renforcés. 3 organismes sont aujourd'hui chargés des mesures. Nous, on applique les procédures. Hein. On nous donne des procédures, on les applique. Et après, il y a des services externes qui viennent avec leurs procédures pour faire des contrôles contradictoires et valider nos contrôles aussi. Chaque année, 200 convois de combustible usé quittent les centrales EDF à destination du centre de retraitement de La Hague. L'an dernier, 35% de ces convois ont présenté une contamination de surface supérieure à la limite réglementaire. Un rapport de la sûreté nucléaire a conclu en mai dernier à un manque de rigueur dans les procédures de décontamination. En France, tous les convois ont dû stopper. Notre première réaction a été de déclencher un audit de l'inspection nucléaire, qui est un service d'audit interne d'EDF, de façon à jeter un regard externe sur nos procédures. Et les résultats de cet audit étaient que nos procédures d'évacuation de combustible étaient bonnes, que notre personnel était compétent, que simplement il fallait rajouter de la rigueur dans la préparation de ces opérations. Et quand le nucléaire manque de rigueur, il y a de quoi s'inquiéter. Un plan général d'amélioration des sites a été mis au point, renforcement des contrôles et de la propreté des convois, protection des wagons pendant la manutention et meilleure communication vers l'extérieur par le biais des commissions locales d'information. C'est dans la durée qu'il faudra voir, avec de temps en temps des exigences de retour. Et bon, on n'est quand même pas maître des résultats. On peut toujours nous dire tout va bien à la limite. Une question reste en suspens, qu'en est-il des éventuels rayonnements des convois? Plusieurs syndicats de la SNCF ont réclamé une évaluation précise des risques encourus par les cheminots chargés des wagons. Depuis le mois dernier, les convois ont donc repris le chemin de La Hague sous haute surveillance. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille et Aix-en-Provence, de très forts orages ont provoqué aujourd'hui la coupure d'une autoroute et de plusieurs axes de circulation, l'autoroute A7 notamment. La chaussée était inondée sur 300 mètres. Les pompiers ont effectué plusieurs centaines d'interventions. À noter qu'un bulletin d'alerte pluie a été lancé outre le département des Bouches-du-Rhône, mais également dans le Var, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence. Il y a des inondations notamment à Nice également. À Nice, où se trouve aujourd'hui l'actuel congrès d'ophtalmologie, c'est dans le domaine de la chirurgie de l'œil qu'une nouvelle expérimentation a été annoncée. Selon un chirurgien, une même opération au laser peut désormais être effectuée sur les personnes atteintes de myopie comme de presbytie. Il y aurait 18 millions de Français atteints de presbytie, c'est-à-dire voyant mal de près. Bien sûr, cette nouvelle approche chirurgicale est encore expérimentale. Reportage Yasmina Farber, Diane Richard. Madame Augusto est décidée. Elle voit mal de près, elle va se faire opérer de la presbytie. Donc vous avez parinodie, c'est-à-dire l'équivalent de 2 dixièmes en vision de près, sans correction. C'est votre presbytie qui vous embête, d'accord? Après le bilan, c'est l'heure de l'anesthésie locale grâce à quelques gouttes. Le matériel utilisé pour l'opération est un laser baptisé LASIK, déjà fréquemment employé pour les myopies. Seule nouveauté, le chirurgien niçois a modifié les données du logiciel de l'ordinateur pour l'adapter au presbyte. L'ordinateur pilote le faisceau laser qui va remodeler la cornée. Dans la presbytie ou dans l'hypermétropie, c'est vers la périphérie et on fait bomber la cornée, ce qui permet, comme un soufflet, de le voir monter et dans les jours qui viennent de revoir redescendre très légèrement. Mais tout cela à l'œil nu ne se voit pas, c'est infinitésimal. Voilà. Après l'intervention d'un quart d'heure, les patients récupèrent vite, mais la vision ne se stabilise qu'après 2 mois et la cicatrisation de la cornée doit être régulièrement surveillée. Je suis très étonnée. La méthode est novatrice, les spécialistes ont suivi les interventions en direct. Ils souhaitent une bonne évaluation des résultats pour comprendre ces mécanismes. La communauté scientifique
a besoin de recul. Ce qui est très important à ce stade de la recherche et de la clinique, c'est de s'assurer que toutes ces méthodes ont une efficacité stable dans le temps et de comparer ces méthodes pour essayer de déterminer quelle est la méthode optimale. Cette opération coûte 12 000 francs, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Mais le laser n'est pas l'unique solution. Au congrès de Nice, une nouvelle technique d'intervention à base d'implants a été présentée. Signe que la chirurgie de la presbytie est un marché d'avenir. En France, chaque année, 600 000 personnes découvrent qu'elles ont besoin de lunettes pour voir de près. Sport, cyclisme, troisième étape de la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne. Troisième étape entre Cadiz et Estepona. À l'issue de l'arrivée au sprint, comme vous pouvez le constater, c'est le Français Laurent Jalabert qui s'est emparé de la première place au classement général de ce Tour d'Espagne. Il avait grappillé quelques secondes au cours des bonifications de cette troisième étape. En football, démission de Berti Vogts, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. L'ancien international avait fait l'objet de nombreuses critiques à la suite de l'élimination de l'Allemagne face à la Croatie en quart de finale de la Coupe du Monde. Cinéma, festival de Deauville, priorité est donnée à la compétition des films indépendants, mais ce festival du film américain s'accompagne aussi de célébrations plus littéraires, puisqu'aujourd'hui c'est Madame Mary Higgins Clark qui était célébrée pour notamment son dernier roman intitulé « Tu m'appartiens ». De quoi inciter Jean-Jacques Dufour et Jean-François Chauvet à suivre de près cette romancière spécialiste des polars à succès. Comme Spielberg, Mary Higgins Clark attire la foule des photographes. Normal, cette dame, c'est la reine, que dis-je, l'impératrice du suspense. Surtout si on s'intéresse au tirage. Vous photographiez Mary Higgins? Oui. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que je l'adore, c'est mon auteur préféré. C'est votre auteur préféré? Oui, oui. Elle est géniale. Tout ce qu'elle écrit, je lis et c'est fabuleux. New-Yorkaise, 69 ans et toujours fringante, Marie raconte qu'elle est entrée en littérature pour pouvoir, après la mort de son premier mari, nourrir ses 5 enfants. Ils ne doivent pas être morts de faim, puisqu'avec ses petites histoires bien tricotées, cette star du polar a quand même réussi à vendre 250 millions d'exemplaires un peu partout dans le monde. Largement de quoi se permettre d'être toujours tiré à 4 épingles, mais soyons justes, l'argent ne lui a apparemment pas fait tourner la tête. Oui, je suis très heureuse d'avoir du succès. Je m'en souviens tous les matins en me levant. Et d'ailleurs, j'ai promis à Dieu de ne jamais être arrogante. Le succès de ses livres, elle l'explique en citant le prix Nobel de littérature Isaac Singer. Aussi, travaillez soit votre style, vous ne serez pas un écrivain si vous ne racontez pas une histoire. Tout devrait toujours commencer par ces mots magiques, il était une fois. He began with the magical words, once upon a time. Même si elle est célébrée, photographiée et adulée un peu partout dans le monde, sachez quand même que la trame de ses livres est toujours la même. En résumé, l'intrusion du mal dans le bonheur tranquille d'une femme momentanément seule. Du travail de pro qui fait exactement ce que l'on attendait. Je crois que les gens s'identifient facilement à mes histoires car je raconte un quotidien qu'un grain de sable vient bouleverser. Dans le genre, vous entrez dans un magasin pendant un cambriolage, ou alors votre vol sur la Paname est annulé, vous vous retrouvez sur la Suissair. Il y a là-dedans toute la fragilité de la vie. Apparemment un bon filon, puisque 23 ans après la parution de son premier roman à suspense, le succès est toujours là. Dans les librairies, Clark, ça se vend comme des petits pains. Là, le dernier, vous l'avez ici, 135. Et ça, c'est le dernier? Voilà, c'est le dernier. Tu m'appartiens. Un spécial suspense terrifiant. Le célèbre roman d'une Mary Higgins Clark, toujours au sommet de son art. Et vous lisez, vous, mademoiselle Higgins Clark? Non, mais ma mère est fan, elle les a tous, donc... Mais moi, non, je lis pas tellement Mary Higgins Clark. En France, et avec un public essentiellement composé de femmes, Mary Higgins Clark a déjà vendu 20 millions de bouquins. Avec elle, pour ses éditeurs, il n'y a plus de suspense. Voilà, et ce soir, vous retrouverez à 22h50 l'émission D'un monde à l'autre sur France 2 avec Paul Amar. Paul, bonsoir. Vous êtes en direct de votre décor célèbre D'un monde à l'autre. Alors, que va-t-il se passer ce soir pour cette première ? Bonsoir Claude. Eh bien, pour cette première, nous resterons fidèles à l'esprit qui a prévalu l'année dernière. Nous donnerons la parole à des Français qui sont confrontés à des situations parfois graves, parfois incompréhensibles, et dont le témoignage a bien sûr valeur d'exemple. Nous écouterons ainsi ce soir Dominique Sigogno, dont le fils Guillaume a disparu en mer cet été en tentant de sauver des scouts intégristes naufragés. Dominique Sigogno nous dira ce soir son chagrin et sa colère
après la mise en liberté de l'abbé Cottard. Nous écouterons également dans un autre registre Alicia Stark, qui a été internée à Sainte-Anne pendant 45 jours dans des conditions considérées comme arbitraires. Nous ouvrirons enfin le dossier délicat de la garde des enfants après le divorce de couples mixtes franco-allemands. Nous le ferons avec Cosette Lancelin qui se demande pourquoi la justice allemande ferme les yeux sur l'enlèvement par son mari allemand de leurs 2 enfants, Mathias et Caroline. Nous le ferons également avec Rosetta Chiodini qui se trouve dans la même situation et avec Karine Koch qui est française, qui s'est rendue aujourd'hui au ministère français de la Justice et qui a l'intention de faire la grève de la faim pour pouvoir garder auprès d'elle sa fille de 18 mois. Ces 3 mamans seront sur le plateau d'un monde à l'autre ce soir en direct et demanderont de l'aide et des explications aux représentants de l'ambassade d'Allemagne à Paris, mais aussi aux représentants du ministère français de la Justice et du Quai d'Orsay. Explications attendues et nécessaires à l'heure européenne. Voilà, Claude. Merci, Paul. Le rendez-vous, c'est donc à 22h50, c'est ça? C'est ça, exactement. Merci. Merci. Voilà, à la fin de ce journal, je vous rappelle 2 informations que nous avons développées au cours de cette édition. Tout d'abord, en Russie, le nouvel échec pour Boris Eltsine, car la nomination au poste de Premier ministre de M. Viktor Tchernomyrdin n'a pas eu lieu, elle a été refusée par les députés russes. Et puis, amélioration de l'état de santé de M. Jean-Pierre Chevènement, mais le ministre de l'Intérieur est toujours dans le coma. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, de la pluie et du vent. Et puis Jeux sans frontières, et donc d'un monde à l'autre après. Dernier journal, 0h35, Bruno Roger Petit. 7h50 demain, Françoise Laborde, dans les 4 vérités, recevra M. Alain Deleu de la CFTC. Demain à 13h, Carole Gessler, Rachid Araf, c'est une habitude à prendre. Et puis à demain 20h, bonsoir, merci.